1337. Le royaume de France est l'un des plus puissants d'Europe. Ses terres s'étendent, ses cathédrales s'élèvent vers le ciel et son roi règne sur des millions d'âmes. Mais à l'ouest, de l'autre côté de la Manche, un autre roi aiguise ses ambitions. Un conflit s'apprête à éclater, un conflit si long, si brutal, si profond, qu'il va remodeler deux nations pour toujours. Bienvenue sur Chronique des guerres. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des conflits les plus longs et les plus complexes de l'histoire médiévale, la guerre de 100 ans. Pour comprendre pourquoi cette guerre éclate, il faut remonter à 1066. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, envahit l'Angleterre et en devient le roi. Dès lors, les rois d'Angleterre sont aussi des seigneurs français. Ils possèdent des terres en France. Ils parlent français. Ils sont vassaux du roi de France. Pendant 2 siècles, cette situation précaire couve sous la cendre. Puis vient la crise dynastique. En 1328, le roi de France Charles Quint meurt sans héritier mâle. La lignée directe des Capétiens s'éteint. 2 prétendants se disputent le trône. Philippe de Valois, neveu de Philippe IV par les hommes, et Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe IV par sa mère Isabelle. Les pairs de France tranchent. Une femme ne peut pas transmettre la couronne, c'est la loi salique. Philippe de Valois devient Philippe VI. Édouard III rage, mais accepte dans un premier temps. Pendant quelques années, une paix fragile tient. Puis tout s'emballe, des tensions commerciales en Flandre, des disputes sur les fiefs gascons, et surtout une humiliation publique quand Philippe VI confisque l'Aquitaine à Édouard. En 1337, Édouard III répond en revendiquant la couronne de France. La guerre de 100 ans commence. Les premières décennies sont un désastre pour la France. Et c'est en grande partie à cause d'une arme, le longbow, le grand arc gallois. À Crécy, en 1346, l'armée française composée de chevaliers en armure qui méprisent l'infanterie charge en désordre face aux archers anglais bien positionnés. Le résultat est un carnage. Des milliers de chevaliers français tombent sous des nuées de flèches. Édouard III remporte une victoire écrasante. 10 ans plus tard, à Poitiers en 1356, c'est au tour du fils d'Édouard, le prince noir, Édouard de Woodstock, de s'illustrer. Il capture le roi de France Jean II en personne sur le champ de bataille. La France doit payer une rançon colossale. 3 millions d'écus d'or. Le royaume est saigné à blanc. Le traité de Brétigny, en 1360, cède à l'Angleterre un tiers de la France. En échange, Édouard renonce temporairement à sa revendication sur la couronne. C'est une paix humiliante, mais une paix quand même. Mais la France ne reste pas à genoux. Charles V, surnommé le Sage, monte sur le trône en 1364. Il s'entoure d'un génie militaire, Bertrand du Guesclin. Plutôt que d'affronter les Anglais en rase campagne, du Guesclin adopte une stratégie de guérilla, d'évitement, de harcèlement. Il reprend ville après ville, château après château. À la mort d'Édouard III en 1377, la France a reconquis presque tout son territoire. Ne restent aux Anglais que quelques villes côtières. Mais la France va s'autodétruire. En 1381, Charles V meurt, laissant le trône à son fils de 12 ans, Charles VI. Et à partir de 1392, Charles VI sombre dans la folie. Il a des crises de démence, refuse de se laver, croit parfois être en verre et qu'on va le briser. Le pouvoir royal est vacant. 2 grandes familles se disputent la régence, les Armagnacs et les Bourguignons. C'est une guerre civile à l'intérieur de la guerre. En 1407, Louis d'Orléans, frère du roi, est assassiné sur ordre du duc de Bourgogne Jean sans Peur, en plein Paris. La France implose. Les Bourguignons, cherchant un allié contre les Armagnacs, font le choix monstrueux de s'allier aux Anglais. Et c'est dans ce contexte que débarque Henri V d'Angleterre, jeune roi ambitieux, stratège brillant.
En 1415, à Azincourt, il inflige à la France l'une des défaites les plus humiliantes de son histoire. La noblesse française est décimée. Des milliers de prisonniers sont massacrés sur ordre d'Henri V. Un épisode qui choque même l'époque. En 1420, le traité de Troyes signe ce qui ressemble à la mort de la France. Charles VI, manipulé, reconnaît Henri V comme héritier du trône de France. Son propre fils, le dauphin Charles, est déclaré illégitime. La France est partagée entre l'Angleterre et la Bourgogne. Mais Henri V meurt en 1422, à seulement 35 ans. Charles VI meurt 2 mois plus tard. Un enfant de quelques mois, Henri VI, devient théoriquement roi des 2 royaumes. Le dauphin Charles, repoussé au sud de la Loire, tient encore, à peine. Les Anglais assiègent Orléans, la clé du royaume. Si Orléans tombe, la route vers le sud est ouverte. Le dauphin Charles n'a plus d'armée digne de ce nom, plus d'argent, plus d'espoir. C'est alors qu'une jeune paysanne de Domrémy débarque à la cour. Elle a 17 ans. Elle dit entendre des voix, celles de Saint-Michel, de Sainte-Catherine, de Sainte-Marguerite. Elle dit que Dieu lui a confié une mission, libérer la France et faire sacrer le roi. Son nom, Jeanne d'Arc. On pourrait penser que la cour l'a rit au nez. Mais le dauphin, à bout de ressources, l'atteste et finalement lui confie une armée. Et l'impossible se produit. En mai 1429, Jeanne lève le siège d'Orléans en quelques jours. La ville est sauvée. La France retrouve un souffle. Dans la foulée, Jeanne emmène Charles jusqu'à Reims, la ville du sacre. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré roi de France. C'est un acte politique et symbolique immense. Le roi de France tient son pouvoir de Dieu, pas des traités anglais. Mais la guerre continue. En 1430, Jeanne est capturée par les Bourguignons, vendée aux Anglais. Elle est jugée pour hérésie dans un procès politique grossièrement truqué. Le 30 mai 1431, elle est brûlée vive à Rouen. Elle a 19 ans. Sa mort ne brise pas l'élan. Au contraire, elle devient martyr, symbole. Et Charles VII, lentement mais sûrement, va achever ce qu'elle a commencé. Après le sacre et la mort de Jeanne, Charles VII entreprend de reconstruire la France méthodiquement. Il réconcilie les Bourguignons avec la couronne par le traité d'Arras en 1435. Coup fatal à l'alliance anglo-bourguignonne. Paris est reprise en 1436. Charles VII modernise aussi son armée. Il crée les premières unités permanentes, les compagnies d'ordonnance, et développe massivement l'artillerie. Ce sont ces canonniers, les frères Bureau, qui vont changer la face de la guerre. En 1449-1450, la France lance la reconquête de la Normandie. La bataille de Formigny en 1450 voit pour la première fois l'artillerie française écraser les archers anglais dans leur propre formation. Le longbow, terreur de Crécy et d'Azincourt, est obsolète face au canon. En 1453, la bataille de Castillon, en Guyenne, sonne le glas. Le vieux général anglais Talbot, qui avait combattu Jeanne d'Arc, charge les positions françaises. Il est tué. Son armée est anéantie. C'est la dernière grande bataille de la guerre. L'Angleterre ne signe aucun traité de paix. Elle est trop humiliée pour l'admettre officiellement. Elle conserve seulement Calais, qu'elle gardera jusqu'en 1558. Mais la guerre, elle, est finie. La France a gagné. La guerre de 100 ans n'a pas duré exactement 100 ans. Elle s'étend de 1337 à 1453, soit 116 ans. Mais au-delà des chiffres, ce conflit a transformé 2 pays en profondeur. La France sort de cette guerre avec une identité nationale renforcée, une monarchie centralisée et le souvenir impérissable d'une jeune fille qui a cru envers et contre tout. L'Angleterre, elle, abandonne définitivement ses prétentions continentales. Elle se tournera vers la mer, vers ses îles et plus tard vers un empire mondial. Et quelque part, dans cette longue tragédie, naît quelque chose qui ressemble à ce que nous appellerions aujourd'hui la France et l'Angleterre.
deux nations forgées dans le feu d'une même guerre. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Chronique des Guerres et activez les notifications. La prochaine bataille vous attend déjà.